quand on dit féministe, on a l'impression que ça concerne que les femmes. Mais non, ça concerne évidemment les hommes. La plupart des couples sont hétérosexuels et on partage quand même toute notre vie avec eux. Donc il ferait mieux quand même de s'y intéresser un petit peu. Bonjour et bienvenue dans Le Féminisme, c'est pas un truc de fille, le podcast qui refuse les cases, casse les codes et t'invite à réfléchir autrement. Avant de commencer, un petit mot pour vous, chers auditorices. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles et à vous abonner. Votre soutien est précieux et contribue directement à faire vivre ce projet. Maintenant, retour à notre épisode du jour. Dans l'épisode précédent, Sophie Lavaux nous emmenait dans l'Himalaya, au cœur d'expéditions longues et extrêmes. Aujourd'hui, retour dans les Alpes, direction Chamonix, où l'on retrouve Marion Poitvin. Marion, tu es guide des hautes montagnes, secouriste, instructrice et maman de 2 enfants. Au fil de ton parcours, tu as fait voler en éclats de nombreuses barrières qu'on impose encore aux femmes. Tu t'attaches aussi à ouvrir la voie aux autres, à travers ton livre « Briser le plafond de glace » paru aux éditions Guérin en 2022, dans lequel tu racontes ton parcours de pionnière, mais aussi avec le club Lead the Climb qui encourage les femmes à prendre leur place en montagne et à oser mener la cordée. Tu as déjà participé à de nombreux podcasts. Alors aujourd'hui, à notre tour, on te propose d'emprunter les chemins de traverse et d'explorer des sentiers un peu moins fréquentés. Marion, on est ravis de t'accueillir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Pour commencer, on aimerait te découvrir autrement. Est-ce que tu pourrais te présenter avec une petite contrainte sans parler de montagne ? Alors, je vais vous parler de mes projets futurs parce que c'est vrai que la montagne m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, m'a donné un but de voyage. J'ai eu la chance de pouvoir voyager dans le monde entier avec l'excuse d'aller grimper, d'aller skier, d'aller gravir des montagnes. Et toutes ces observations, toutes ces expériences m'ont amené à m'intéresser un peu plus à l'écologie et aussi aux droits des femmes. Et j'ai pour projet d'une reprise d'études là cet automne sur les études de genre à Lyon. Magnifique. On t'a demandé d'apporter un objet qui te représente. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous raconter son histoire ? Alors, j'ai complètement oublié ça. Si tu avais dû amener un objet, ça aurait été lequel ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais dû amener un objet, ce serait sûrement un jeu d'enfant, parce que c'est vrai que ils ont 3 et 6 ans. Et c'est vrai que c'est bateau à dire, mais ça devient assez rapidement le centre de ton existence. Parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce que la montagne, elle t'a appris que la société, elle ne nous apprend pas ? Ah, ça, c'est une super question. Alors moi, ça m'a appris. Alors je me suis rendu compte plus tard, quand je me suis demandé pourquoi j'allais en montagne. Enfin, quand on m'a demandé au cours de nombreux podcasts, mais pourquoi vous allez en montagne ? Moi, je me posais pas la question, c'était une évidence, mais c'est les journalistes qui veulent à chaque fois creuser des vrais psys. C'est une vraie thérapie, faire des podcasts. Et je me suis rendu compte qu'ado, j'adorais aller en montagne parce que justement, quand t'es là-haut, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux avoir des grosses auréoles de transpiration, tout le monde s'en fiche, t'es pas obligé de te raser les jambes, t'as absolument pas besoin d'être maquillée, c'est pas du tout le lieu pour ça. Et ça me faisait vraiment beaucoup de bien en tant que jeune femme de 15-16 ans, de pas être regardée et de pas être encore moins jugée. On regardait juste si tu étais capable de monter et de redescendre de la montagne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas appris dans la société, justement. De pouvoir m'habiller vraiment n'importe comment, comme je voulais, et surtout de pouvoir m'habiller, on va dire, pratique. Ouais, mais ça revient aux prochaines questions qu'on voulait te poser. T'es dans une pratique qui est engagée physiquement et on se demandait justement quel rapport t'entretiens avec ton corps aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, à l'adolescence, c'était plus difficile d'être une fille plus musclée que les autres, etc. Comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui ? Ouais, exactement. Une des deuxièmes raisons pour lesquelles j'adorais aller là-haut, c'était que physiquement, j'étais forte. Parce que quand tu commences à enchaîner des journées de 10, 12 heures, 15 heures, en altitude, à porter un gros sac. En plus, j'avais beaucoup de compagnons de cordée garçons. Et il fallait suivre. Et puis, il fallait pas montrer que tu étais fatigué ou que tu avais un petit peu peur ou quoi que ce soit. Parce que j'avais envie qu'ils aient envie de revenir en montagne avec moi. Donc je me donnais à fond et c'est vrai que j'avais des grosses épaules et à 20 ans on m'a surnommé Schwarzenegger avec des boucles d'oreilles. Alors c'était un petit peu vexant parce que Schwarzenegger c'est pas vraiment un modèle très inspirant pour une jeune femme,
Mais d'un autre côté, je crois que ce surnom, il a été trouvé parce que j'étais très forte en escalade, en tout cas plus forte que ceux qui étaient autour de moi à ce moment-là. Et pour me limiter, on va dire, ils avaient trouvé ça comme surnom. Mais du coup, ça voulait dire que je me débrouillais pas trop mal en escalade. J'ai essayé d'inverser le truc et de me dire que, bah oui, c'était leur façon de me dire que j'étais super forte, en fait. Parce que venant d'un homme, c'est plutôt un compliment de ressembler à Schwarzenegger et d'avoir des gros muscles partout, saillants. Après, pour le reste, j'ai adoré être forte physiquement parce que du coup, je pouvais faire plus de choses. T'es beaucoup plus autonome. Tu peux porter tes cartons toute seule quand tu déménages. Tu peux sortir le soir, sachant que tu vas courir vite dans la rue si jamais tu te fais embêter. Avoir une bonne musculature et un bon physique, ça donne vraiment confiance en soi pour plein de choses. Et ça, c'était avant. Et aujourd'hui, tu as toujours ce même rapport à ton corps? Tu es toujours à l'aise dans ce corps, j'imagine? Alors, pour répondre à la question, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Alors, c'est vrai que si j'ai pas les jambes rasées, c'est pas comme quand j'avais 15 ans, ça va pas m'empêcher de mettre un short pour aller faire du sport. Et ça, c'est quand même vachement agréable. On est beaucoup moins complexé, on se pose moins de questions. Après, c'est sûr qu'il faut faut que je fasse beaucoup plus attention. Avant, je pouvais manger autant que je voulais, mais maintenant, il faut que je regarde ce qu'il y a dans mon assiette et si des fois, il ne faut pas que je finisse mon assiette. Et ça, c'est un peu plus difficile. Pendant longtemps, tu disais ne pas te reconnaître dans le mot féministe. Aujourd'hui, t'en es où avec ça? Aujourd'hui, c'est un mot qu'en fait, il faut qu'on s'approprie et qu'on lui donne une nouvelle définition, si besoin. Parce que ce mot, il a été volé, on va dire, et puis déformé. Et je pense qu'il est quand même important. Et il faut vraiment qu'on se l'approprie et qu'on se le redéfinisse régulièrement. Et quelle serait justement ta définition du féminisme? Une meilleure égalité homme-femme pour un monde meilleur pour tous et toutes. Parce que je pense qu'il faut absolument, évidemment, embarquer les hommes dans ce... Quand on dit féministe, on a l'impression que ça concerne que les femmes. Mais non, ça concerne évidemment les hommes parce qu'on partage un petit peu... la plupart des couples sont hétérosexuels et on partage quand même toute notre vie avec eux. Donc, il ferait mieux quand même de s'y intéresser un petit peu. On travaille avec eux, donc ça concerne aussi le monde du travail. On va à l'école avec eux, donc ça concerne le monde de l'éducation. On fait tout avec eux, voilà. Donc ça concerne bien sûr tout le monde et évidemment l'environnement. Moi, je suis profondément écoféministe. C'est ce lien qui a été fait entre le mouvement féminisme et l'écologie. Comme quoi, il peut pas y avoir d'écologie s'il n'y a pas de féminisme. Mais ça marche vraiment pour plein de choses. Il peut pas y avoir de bien-être au travail s'il n'y a pas de féministes. Il peut pas y avoir une éducation efficace pour les enfants s'il n'y a pas de féministes. Ça marche vraiment avec tout. D'où elle vient cette confiance que tu as? Tu as osé te lancer, tu as dépassé les barrières. Est-ce que ça vient de ton éducation, de ton tempérament? Un mélange des deux? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça s'est construit? Alors, mon éducation, c'est un papa hyper sportif qui sait tout faire en sport de nature. Donc, petit, avec mon frère qui est 1 an de moins que moi, on faisait kayak, deltaplane, parapente, VTT, ski, je sais pas, voile, spéléologie. Enfin, vraiment, on a tout fait pendant les vacances. Il était prof de sport. Donc ça nous a permis quand même d'être très autonome. Et puis, il avait un rapport au danger assez cool, c'est-à-dire que il nous disait pas de faire attention, quoi, c'était une évidence et puis il nous faisait vachement confiance. Au contraire, il fallait y aller. Moi, il avait une théorie que j'appelle marche ou crève. Donc fallait suivre et si tu suivais pas, fallait suivre quand même en fait. Et moi j'aimais bien, ça me challengeait énormément. C'est pas parce que j'étais une petite fille que j'avais l'excuse d'être plus fatiguée, plus peur, plus froid, plus avoir envie de faire pipi. C'était absolument pas une excuse, il fallait y aller. Donc moi ça me challengeait et j'adorais ça. Et ensuite j'avais une maman très sportive aussi, prof des écoles, institutrice, qui voulait faire coach en kayak dans les années 80. Donc voilà, physique aussi, gros abdos, larges épaules, mais impossible de trouver sa place dans le monde du kayak dans les années 80. Et donc féministe des années 80, on va dire. C'est pas le même féminisme qu'aujourd'hui, mais du coup qui m'a toujours dit si tu veux bosser dans le sport, il faut leur montrer que t'es la meilleure, il faut que tu sois indépendante financièrement, sois forte. Voilà, donc c'est vrai qu'il fallait y aller. Et après, j'ai eu beaucoup de chance. Après mon année de première aux États-Unis, en France, donc à 17 ans, mes parents ils m'inscrivent dans une association et je vais partir 1 an aux États-Unis dans une high school. Donc après les États-Unis, je me suis dit non, en fait, je vais faire de la montagne à fond.
plan A, montagne. Et puis plan B, si ça marche pas, ben je ferai prof. Je sais que je peux le faire. Donc il y a aucun intérêt à aller à la fac 3 ans, passer un concours et faire prof. Je sais que je peux le faire. Je suis pas obligée de le faire à 20 ans, je peux le faire à 30 ans. Donc en rentrant des États-Unis, c'est vraiment là où je me suis dit, ben non, montagne à fond. Et on verra ce que ça donne. Et je suis partie à Chamonix. Mais donc là, tu nous montres bien comment tu as réussi à franchir les barrières que la société t'imposait. Mais dans ton livre, tu parles aussi de barrières qui sont plus invisibles, que tu avais intégrées sans t'en rendre compte. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples? Eh bien, dans mon livre, je parle des matières à l'école. Mon papa, il était prof de PS et c'est vrai que le sport à l'école, c'est la seule matière où on a vraiment un barème différencié filles-garçons. Et donc, dans toutes les autres matières, on a le même, le même barème. Et donc, en 4e, je me suis fait de la réflexion. Je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que moi, en 4e, je faisais presque ma taille adulte. Donc, moi, je fais 1m68, donc je devais faire 1m60, 65. J'étais réglée, donc j'étais une petite femme. Et j'étais sportive, donc je courais assez vite. Et pendant les cours de sport, quand tu as 14-15 ans, par contre, il y a des garçons, c'est des petits garçons. Ils m'arrivent à l'épaule. Bon, ils sont pas très intéressants, les garçons en 4e. Et surtout, s'ils sont pas très sportifs, en plus, ils avaient aucune chance d'avoir une bonne note en sport. Ce que je veux dire, c'est que je trouvais bizarre parce que moi, j'étais plus grande, plus formée, plus costaude. Et des petits garçons, ils devaient courir plus vite que moi pour avoir la même note que moi en sport. Et là, je me suis dit, c'est pas cool pour eux, en fait. Ils ont aucune chance. Ils ont aucune chance. Ils sont petits, ils sont pas formés, ils sont pas très sportifs. Là, c'est pas très cool, en fait, ce qu'on est en train de leur demander. Et je me suis pas dit, en fait, là, ce qu'on est en train de te renvoyer, c'est que t'es une fille et que de toute façon, que tu sois grande, sportive, formée, etc., de toute façon, tu seras moins forte. Donc, de toute façon, le barème, il sera plus bas. Et ça, je l'avais pas intégré dans ce sens-là. Je l'avais pas inversé encore. Moi, vraiment, à 18 ans, j'ai dit à ma maman, qui me mettait encore la pression, passer diplôme, travail, tu verras le monde du travail, surtout le monde du sport, il va pas te faire du cadeau. Et je lui disais, non, mais maman, c'est bon, détends-toi. Le sexisme, c'est fini. Regarde, on a le droit de vote, on a le droit à l'avortement, on a gagné tous les combats. Ça, j'ai dit ça à ma mère du haut de mes 18 ans. Et c'est vrai que sur le moment, elle a pas trop su quoi me répondre. Parce que c'était vrai, et qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore il y avait pas cette 4e vague de féminisme qui allait arriver dans les années 2000, et il n'y avait pas encore la charge mentale qui arrivait un petit peu plus tard, la charge émotionnelle, les inégalités salariales, elles étaient encore là, mais c'était pas encore un sujet, quoi. Il y a pas mal de choses, puis les violences sexuelles, les violences intrafamiliales, c'était pas des sujets vraiment qui étaient abordés comme aujourd'hui dans les médias. Si tu devais citer 2, 3 personnes qui ont participé à construire la femme que tu es aujourd'hui, ce serait qui? Et qu'est-ce que ces femmes t'ont transmise? Ma maman, évidemment, qui m'a quand même donné le goût du sport. Parce qu'elle s'est toujours entraînée, faire des footings, elle a été toujours très, très musclée, très sportive. C'était hyper important dans la famille de faire du sport tout le temps. Donc ça, c'était bien parce que moi, le sport, c'est pas juste un loisir, hein, c'est juste une action de santé hyper important, quoi. Et puis après, plein de personnes, rencontrées au cours de ma vie professionnelle. Je suis obligée de citer Valérie Hommage, c'était la coach de l'équipe nationale d'alpinisme féminine. C'était la première fois que je voyais une guide de haute montagne en vrai. Elle, je crois que c'était la 10e ou 12e femme guide diplômée en France. Moi, je serais la 17e. Donc, vous voyez, ça reste encore encore exceptionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être 35 femmes diplômées, 40. Mais la première, c'était dans les années 80. Donc, voilà, ça commence à dater aussi. Ensuite, il y a eu le commandant du groupe militaire de haute montagne qui m'a donc discrimination positive, hein, qui m'a recruté dans un groupe d'élite de l'armée de terre, alors qu'il n'y avait jamais eu de femme avant, en se disant pourquoi pas donner sa chance à une femme. Alors bien sûr, j'étais moins forte en alpinisme que les meilleurs hommes du moment, mais j'étais dans les meilleures femmes, et il s'est dit que ça suffirait comme argument. Et c'est vraiment ça qui a lancé ma carrière et qui m'a permis de progresser fort.
en alpinisme. Parce que du jour au lendemain, quand tu es payé à t'entraîner et à partir en expédition, bah, même une femme, elle peut vraiment faire des belles choses en montagne. Hein. Ça, évidemment, quand on nous donne les moyens, ça marche, bizarrement. Et puis ensuite, je dirais mon compagnon, le papa de mes enfants aujourd'hui, qui me donne une dimension un peu plus intellectuelle, on va dire, à toutes ces réflexions-là. Lui, c'est pas trop un homme de terrain, il sera pas guide de montagne ni moniteur de ski, il aime bien pratiquer les sports de montagne. Mais voilà, il aime bien réfléchir à comment ça s'articule, tout ça. Voilà, c'est pas mal, non? C'est parfait. Quelle piste d'action tu aurais, toi, pour soutenir les femmes à sortir des cases où on essaye de les pousser? Je dirais de se renseigner, de se former. Il y a toute une phase quand on parle du mouvement féministe et on va dire, de l'activisme féminisme. C'est prendre conscience de tout ça et de toutes ces barrières et prendre ce recul-là. Et ça demande après une phase de déconstruction. Et ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et pour qu'elle soit efficace, il faut se renseigner avant sur tous ces concepts qui arrivent. Mais maintenant, il y a quand même de super outils, hein, que ce soit avec des podcasts. En France, il y a le podcast Les couilles sur la table qui dissecte les nouvelles masculinités. Et ça, vraiment, ça a été hyper intéressant pour ma culture féministe. Et ensuite, une fois que tu as bien intégré tous ces concepts, bah, tu peux un peu mieux les expliquer à tes proches, au papa, par exemple, qui est féministe sans être féministe. C'est-à-dire, il va jamais dire « moi, je suis féministe », mais oui, il a compris. Mais il a fallu que je lui explique le partage des tâches au quotidien. Moi, la charge maternelle, ce que ça représentait. Quand moi, je fais un enfant, ça me coûte 10 mois sur ma carrière professionnelle. Lui, ça lui coûte, au début, c'était 15 jours. Maintenant, c'est 28 jours en France depuis 2 ans, depuis 3 ans. Donc, on a essayé de comparer un peu nos carrières. Et notre carrière, surtout, j'ai essayé de lui dire, en fait, nous, on n'est pas une exception. C'est comme ça tout le temps. Donc, il faut vraiment être bien doté du tout pour pouvoir expliquer toutes ces choses-là objectivement. Parce que quand on commence à l'expliquer avec trop ses tripes et à mettre trop de personnel, bah voilà, assez rapidement, on passe pour une hystérique. Et on n'est pas écouté. Et on arrive encore moins à convaincre. Donc, se renseigner, ouais, écouter, lire. Il y a quand même vraiment beaucoup d'idées. En France, il y a aussi Mona Chollet qui écrit des super trucs sur ces sujets-là. Titio Lecoq. Enfin, ouais, il y a vraiment de quoi se renseigner. Dès qu'on se plonge un peu là-dedans, c'est infini. Et tu dis que vers tes 35 ans, tu as tiré des enseignements de ton parcours qui te donnent presque le vertige. C'est quoi ces grandes prises de conscience ? C'est de me rendre compte que finalement, moi aussi, j'étais dans des clichés sexistes et je m'étais mise des barrières. Je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, quand j'allais en falaise d'escalade, si les gars, ils essayaient une voie dure et qu'ils n'y arrivaient pas, j'allais même pas essayer la voie parce que je me disais, si eux n'y arrivent pas, c'est pas la peine, je vais même pas y arriver. Non, j'allais pas y arriver, mais c'est pas grave. En fait, tu vas dans la voie et tu t'entraînes et tu essayes des mouvements durs et puis peut-être qu'en fait, petit à petit, même si tu n'y arrives pas, ça va t'entraîner. Et je me mettais des barrières comme ça, je me suis rendu compte que je me bloquais. Mais j'ai eu besoin de ce mouvement féministe parce que c'est vrai que je travaillais dans des milieux professionnels exclusivement masculins. Et je pensais que c'était moi le problème, Marion. J'étais pas peut-être assez sympa, pas assez fort, pas assez professionnel. Et j'avais du mal à m'intégrer, à trouver ma place. Et en fait, de me rendre compte que non, on était tous et toutes fortement imprégnés de nombreux clichés sexistes. Et qu'on était éduqués de façon tellement différente qu'après, entre les femmes, on avait parfois du mal à s'entendre et à travailler ensemble. Et que c'était pas Marion Poitevin le problème, c'était peut-être juste la relation homme-femme. On voulait faire un petit jeu rapide avec toi. Je te dis des idées reçues sur les femmes en montagne et puis tu nous réponds par vrai ou faux. Bon, tu peux développer après si tu veux avec une phrase. Les femmes, elles sont mauvaises en orientation. C'est vrai ou c'est faux ? Bien sûr, c'est complètement faux. Et en plus, aujourd'hui, avec nos outils, nos téléphones et nos GPS sur le téléphone, franchement, c'est plus une question de genre. Hein. Il faut vraiment juste s'intéresser à ces technologies parce que c'est très, très efficace et voilà. Non. Elles sont moins endurantes. Elles sont moins endurantes ? Ouais. Je me souviens pas le nom de la course, mais là, il y a un ultra trail où c'est une femme qui a gagné au scratch. Et non, on se rend compte que dans les efforts longs, les femmes, elles sont là. Elles ont tout à fait leur place, mais c'est vrai que dans les efforts plus courts, intensifs, ça va être plus une musculature masculine.
Elles sont plus frileuses. Ça, c'est peut-être vrai, parce qu'effectivement, elles ont moins de masse musculaire et un peu plus de masse adipeuse qui protège pas vraiment du froid. Elles sont moins ambitieuses. Et ben ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elles sont moins ambitieuses parce qu'on leur raconte, la société leur montre que souvent, de toute façon, elles sont toujours un petit peu moins fortes et un petit peu moins efficaces. Donc forcément, tu as un petit peu peur de te poser des objectifs ambitieux. Et heureusement, il y a de plus en plus de modèles féminins qui arrivent et qui peuvent nous donner de bonnes idées. J'aimerais citer le festival de Femmes en montagne sur Annecy. C'est un festival de films qui essaye de mettre en avant des films réalisés par des femmes ou mettant en avant des femmes. Et on se rend compte qu'en fait, il y en a plein. Il faut un peu plus les mettre en avant. Mais c'est pas évident d'aller trouver les infos parce que quand tu ouvres un magazine de montagne, encore aujourd'hui, tu verras des pubs avec des gars, tu verras des articles avec des gars. Et il faut vraiment aller creuser pour trouver des femmes, mais il y en a. Il y en a plein. Ouais, c'est une histoire de représentation. Il faut que ça change. Elles sont trop prudentes, surtout quand elles deviennent mères. Alors, je sais pas si on peut être trop prudente en montagne. Je pense que non. On n'est jamais assez prudent ou prudente. Alors, c'est vrai que la parentalité, ça peut freiner dans la prise de risque parce qu'on se dit, oulala, si je rentre pas le soir, il va y avoir quand même des grosses conséquences à la maison. Et j'espère que les hommes vont s'investir de plus en plus dans cette parentalité. Pour moi, le seul moyen, c'est l'allongement du congé paternité. Je crois qu'en Suisse, malheureusement, vous êtes vraiment les pires élèves en Europe. Et en France, on n'est pas génial non plus. Heureusement, il y a le nord de l'Europe qui rattrape un peu la moyenne, mais ça, il faut vraiment que ça change. Au-delà des clichés, malgré tout, il y a une réalité. Même s'il y a beaucoup d'améliorations, les métiers de la montagne restent quand même encore très masculins. Concrètement, comment est-ce qu'il se manifeste, ce plafond de glace ? Concrètement, c'est vrai que les jeunes femmes... Alors, on remarque dans les fédérations sportives, et les fédérations de montagne ne font pas exception. En France, jusqu'à 14-15 ans, il y a 52-54% de femmes adhérentes. Et ensuite, passé l'adolescence, ça descend à 48%. Donc, ça reste toujours une belle parité dans l'ensemble. Et par contre, dès qu'on parle de professionnalisation, ça descend à 20% pour les monitrices de ski et 2% pour les guides de haute montagne et 1% pour les secouristes en montagne. Donc, on voit que les femmes, elles aiment bien être en montagne, elles sont en montagne. Mais oui, au moment de la professionnalisation, ça passe pas le cap, je pense, parce qu'on s'imagine que ces métiers, en fait, ça a toujours été des hommes qui aussi les ont mis en avant. Et c'est vrai qu'un homme qui raconte son ascension, par exemple, c'est très cliché, mais bon, voilà, on est construit comme ça et c'est OK. Il faut juste le savoir et il faut connaître leur langage. Mais si un homme te dit, ouais, on est monté, c'était hyper raide, c'était hyper impressionnant, on a fait un truc de ouf. Bon, et une femme, elle va passer au même endroit. Elle va dire, oui, ouais, c'est vrai que c'était un peu raide, ouais, ça faisait un peu peur, mais bon, franchement, ça va. Et ça, je le dis parce que je l'ai vécu plein de fois. J'ai partagé des courses avec des hommes et je les entendais raconter la course qu'on venait d'effectuer. J'avais l'impression que j'étais pas sur la même course. On avait fait un truc de ouf. Alors que j'avais l'impression que c'était, oui, une jolie course, mais il n'y avait pas de quoi non plus en faire des tonnes. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même façon de s'exprimer et de représenter les choses. Et comme ces métiers-là, ils sont encore très masculins, forcément, on a une représentation de ces métiers hyper impressionnante, alors que je pense que c'est accessible quand même pour beaucoup de femmes. Et je pense que c'est viable au quotidien. Alors après, il y a des formats de métiers qu'il faut encore modifier. Par exemple, le métier de guide de haute montagne, il a été pensé pour des hommes, par des hommes, qui n'avaient pas forcément besoin d'être à la maison le soir pour s'occuper des enfants. Donc là, je pense que ce métier, il est vraiment à repenser pour que ce soit plus accessible à des gens, à des parents qui ont envie d'être à la maison le soir. Donc il faut peut-être repenser les produits, repenser la façon de pratiquer l'alpinisme, repenser la façon de vendre nos produits. Et ça, il y a pas mal de choses à faire. Et ça, les hommes peuvent déjà s'y couler et avoir envie de rentrer chez eux le soir, s'occuper de leurs enfants. Et avant que des femmes n'arrivent et soient obligées de le faire, d'aller un petit peu plus loin dans ces démarches-là. Ça se manifesterait comment, ça ? Comment on pourrait repenser ce métier ? On en parlait là, dans cette semaine-là avec d'autres femmes guides qui, elles, ont développé leur pratique. Par exemple, elle s'est spécialisée dans les séminaires d'entreprise. Donc, elle sait emmener 40, 60 personnes sur la mer Douglas, organiser des ateliers. Et puis, le soir, ces gens-là, ils dorment à l'hôtel. Donc, elle peut rentrer chez elle.
par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses qu'elle met en place. Il y en a une autre, pareil, elle explique à ses clients qu'en fait, le soir, il faut qu'elle soit chez elle. Donc, on va prendre des petites courses, pas forcément petites et faciles, hein, mais en tout cas des courses à la journée. Elle vend ses produits comme ça. Le client, il est au courant tout de suite. Je pense qu'on peut imaginer aussi beaucoup plus de produits pour les enfants. Les moniteurs de ski, je pense qu'en Suisse, c'est pareil, hein, il y a des jardins d'enfants. L'ESF, ils appellent ça les piou-piou. Les Suisses, je sais pas comment ça s'appelle, mais des jardins d'enfants où tu peux laisser ton enfant à partir de 3 ans pendant 2 heures et demie. Et puis voilà, il aura fait 3 coups de patinette, il aura marché sur de la moquette. Et puis toi, en moniteur de ski, bah, t'es assez bien payé quand tu fais ça. Je pense, guide d'haute montagne. Alors, à la base, on passe pas le diplôme pour faire ça, mais même quand on est moniteur de ski, on passe pas le diplôme pour emmener des tout petits faire une pause pipi et puis marcher sur de la moquette avec des skis. Mais je trouve que, bah, il y a un moment, il faut quand même bien gagner sa vie et puis ça arrange tout le monde. C'est jardin d'enfants. En tant que parent, je peux vous dire que je trouve ça génial. Au moins, tu peux skier 2 heures. Ça te coûte un saladier, mais tu peux skier 2 heures. Et, et je pense que les guides, on pourrait imaginer des produits comme ça, où on accueille des enfants à la journée, on fait des petits ateliers. Il y a les acrobranches, par exemple, qui existent. C'est pas les guides qui ont inventé ça, mais ils auraient pu. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et il faut une réflexion collective un peu plus poussée. Mais les guides, on vend rarement des produits à des mineurs et encore moins à des enfants. C'est vraiment exceptionnel, les groupes jeunes enfants, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Selon toi, aujourd'hui, qui est encore exclu de la montagne? On a parlé des femmes, en tout cas à un certain niveau, disons, de hiérarchie, si je peux le dire comme ça. Mais est-ce que la montagne n'est pas, au fond, encore très dominée par un profil assez spécifique, homme, mais aussi blanc, cisgenre? Et riche. La montagne, c'est pratiqué donc au Club alpin français, c'est clair, hein, les adhérents, c'est des classes socio-professionnelles supérieures. C'est clair que la montagne, c'est historiquement un sport de riche. Ça a été inventé par les lords et les ladies d'Angleterre qui venaient d'abord en Suisse monter sur les glaciers, ensuite un peu à Chamonix, et ensuite il y a eu des bourgeois en France qui ont pratiqué l'activité, et petit à petit, ça c'est des ouvriers qui ont commencé à pouvoir aller dans les sommets. L'armée, en tout cas en France, a énormément participé à populariser la pratique de l'alpinisme, mais c'est clair que ça reste encore un sport de riche. Et ensuite, vient le débat des influenceurs, de la pratique de l'alpinisme. Comment on fait pour ouvrir la pratique de l'alpinisme à plus de monde? Est-ce que c'est OK qu'il y ait vraiment trop de monde dans les montagnes? Mais ensuite, est-ce que c'est OK pas de fermer les montagnes, mais de limiter l'accès sur le choix du portefeuille? Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment communiquer la pratique de la montagne. Nous, on a remarqué en France quand même des énormes soucis d'influenceurs qui postaient des sites de rêve et ensuite c'était pris d'assaut par des campeurs, par des randonneurs et il y avait plus ou moins des bonnes pratiques. Tout ça, c'est à réfléchir, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place en montagne, mais il faut mettre des choses en place pour former les gens. Et je pense que c'est à nous, les pratiquants actuels de sport de montagne, et surtout les professionnels, de mettre ça en place. Et pour Marion Poitvin, justement, quel est le prochain petit pas concret pour rendre la montagne plus inclusive? Et bien, comme je disais au début, déjà cette reprise d'études, pour essayer de comprendre encore un peu mieux ces barrières de genre, cette socialisation genrée. Alors ça, c'est un terme aussi que j'avais déjà appris à l'université. C'est qu'en fait, homme-femme, il faut choisir une case et puis il faut s'y tenir. Et par exemple, le français, comme on parle en français là, c'est vraiment un très bon exemple. En français, on est vraiment obligé de réfléchir masculin, féminin, et dès qu'on a un mot, dès qu'on a un concept, dès qu'on a une chose, dès qu'on a une personne, il faut qu'on arrive à le mettre dans une des deux colonnes, sinon on comprend pas. Notre cerveau, il peut pas faire le lien, il comprend pas. En anglais, je pense que il y a aussi ce truc-là, même s'il existe plus de neutres. La troisième personne, il y a des choses qui sont neutres, il y a des concepts qui sont neutres, et au pluriel, troisième personne du pluriel, il y a carrément pas de genre. C'est des, c'est il ou elle, ça va être la même chose. Et nous, on a inventé ce nouveau mot qui s'appelle liel. Je sais pas si en Suisse il est rentré dans les dictionnaires, mais en France c'est dans le dictionnaire. C'est pas encore dans l'usage courant, mais c'est dans le dictionnaire.
Et donc ça progresse doucement, mais c'est vrai qu'on est limité par ces trucs de langue déjà, c'est dur de sortir de tout ça. Donc je pense qu'une reprise d'études pour essayer de mieux comprendre tous ces concepts et les outils, il y a plein de choses déjà qui sont mises à disposition, mais encore faut-il arriver à un peu mieux les vulgariser, les exporter. Et pour ça, il faut déjà bien les maîtriser. Donc voilà, j'en suis là. Je vais aller à la fac. Et on aimerait revenir sur la notion de cordée qui est importante en montagne. Quand toi, tu arrives comme guide en face d'un groupe, comment est-ce que les gens y réagissent face à une femme guide ? Alors, je travaille plus en guide indépendante parce que je suis surtout secouriste en montagne et j'arrive pas à concilier avec, en plus, rajouter mon métier de guide. Mais j'aimerais bien reprendre, donc j'essaye quand même de suivre encore un peu et de m'organiser pour que ça arrive un jour. Ça va le faire, dans 2 ans peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai eu bossé en guide, les groupes que j'avais, ils savaient que c'était moi. En fait, ils s'inscrivaient parce que c'était moi la guide. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise surprise du genre « Ah, mais c'est une femme », parce qu'ils ne prenaient pas une guide au hasard dans un bureau des guides. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui me contactaient en direct. Donc, j'ai pas eu ce genre d'expérience un petit peu bizarre. Et tu parles de cordée de séduction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, le terme, il n'est pas de moi. Et ça m'a fait du bien d'ailleurs de le lire et de voir cette définition parce que c'est encore quelque chose que j'avais ressenti mais que je n'étais pas capable vraiment de nommer. Et c'est Cécile Otogali-Mazzaccavallo qui en a parlé, qui a écrit sa thèse sur les femmes et l'alpinisme, tout simplement. Et elle parle de cordée de séduction. Et ben c'est le fait que quand tu vas en montagne avec un gars qui t'appelle pour aller grimper, et puis qu'en fait lui il veut pas faire que grimper, bon bah pourquoi pas, c'est ok. Mais il y a des moments pour séduire quelqu'un. Et par exemple la veille, le soir au refuge, la veille d'une course qui va être éprouvante, un peu stressante, et que tu vas te mettre physiquement en danger, c'est pas le bon moment. Là on va dire que t'es dans un moment un petit peu de faiblesse. Et c'est pas le bon moment. Là, tu te fais draguer par un gars qui peut être plus ou moins insistant, mais en fait, toi, c'est pas le bon moment. Demain, tu vas être encordé, tu vas remettre ta vie entre ses mains, t'as pas envie de lui dire non à ce moment-là et de le vexer. Donc, c'est pas très agréable. Ou encore, quand t'es au relais, qui peuvent être des endroits où t'es un petit peu serré, parce que t'es pendu sur le même mousqueton. Bah là non plus, c'est pas le moment de se faire draguer. Juste avant que tu parles dans ta voix, ou va falloir que tu restes concentré, parce que encore une fois, c'est ton intégrité physique qui est en jeu. C'est vraiment pas le bon moment pour draguer. Et qu'en plus, si tu lui fais comprendre que non, il n'y a pas moyen, qu'il n'est pas content, est-ce qu'il va commencer quand même continuer à t'assurer, à faire attention à toi et bon voilà, donc ça peut être, c'est pas très agréable. Par contre, les bons moments pour draguer, c'est après la course, pendant la bière, ou pendant un autre moment où on n'est pas pendant une course en montagne. C'est ok de créer des cordées de séduction, mais pas pendant l'ascension. Et est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton club aussi, Lead the Climb ? Pourquoi tu as créé ça ? The Climb, c'est un club alpin français qui propose des stages de formation au leadership et à l'autonomie dans les sports de montagne entre femmes. Moi, j'encadrais déjà des groupes féminins et je me rendais compte qu'il y avait encore plus pour un groupe de 14 places, il y avait plus de 100 candidatures. Je me suis dit, c'est quand même dommage, il y a encore 80 femmes sur le carreau, il faut que ça aille un petit peu plus loin. Et donc, j'ai imaginé la tarification, les groupes, les contenus, et ça, c'était un travail bénévole que j'ai vraiment adoré. Et aujourd'hui, le groupe, il est repris par des participantes qui s'occupent de tout, de la présidence, de la trésorerie, des inscriptions, et moi, j'ai vraiment plus rien à faire. Je suis présidente d'honneur de ce club aujourd'hui et c'est vraiment hyper gratifiant de voir que tu as mis en place quelque chose qui répondait vraiment aux besoins des pratiquants des sports de montagne. Ça a été possible parce que mon compagnon, il travaille pour le Club Alpin Français, il a pu m'aider à mettre en place un club et la partie, on va dire, administrative. Moi, j'avais la partie technique. Donc là, les deux, ça a pu bien marcher. Et le Club Alpin Français nous a tout de suite suivis dans cette démarche pour répondre aux besoins des pratiquantes. Et ouais, ça marche bien. Et alors au début, il y a eu des fortes critiques, notamment sur les réseaux sociaux, malheureusement par mes collègues guides, qui me reprochaient de leur piquer toutes les femmes qu'ils avaient déjà dans leur groupe pour qu'elles viennent chez moi. Et j'ai envie de dire, demande-toi pourquoi elles veulent venir chez moi et quitter ton groupe. Mais j'ai essayé de leur expliquer que non, l'idée c'était surtout de faire venir d'autres femmes qui n'étaient pas là dans le monde de la montagne, c'était de ramener des clientes. J'allais piquer du travail à personne, j'allais ramener des pratiquantes, j'allais ramener des clientes. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour autant, j'ai eu un accueil au début très très violent.
Mais aujourd'hui, il y a plus de débat, il y a plus de critiques, quoi. Le club, il plaît à plein de nanas et il tourne et c'est vraiment une super expérience humaine. J'ai hâte de refaire encore un autre club autour de la pratique avec les enfants. On va aborder maintenant un sujet plus délicat. Quand on parle de danger en montagne, on pense souvent à la nature. Mais à la question, si tu te promènes seul en forêt, tu préfères rester coincé 24 heures avec un ours ou avec un homme, la majorité des femmes répondent l'ours. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles dans ce milieu ? Alors oui, ça commence à sortir, hein, les témoignages ils sortent de plus en plus. Hein. Et oui, c'est quand même assez important. Je pense pas quand même que je préférais être avec un ours, quand même pas. Mais oui, c'est pas négligeable. Moi, j'ai pas forcément de témoignages plus que ça à apporter parce que, en fait, assez rapidement, j'étais très forte physiquement et j'étais vraiment plutôt l'égale de mes compagnons de cordée. Donc, j'ai pas trop été sur ce terrain-là. Ça, c'est plutôt... voilà, là-dessus, j'étais assez préservée. Mais je pense que si j'avais pas eu assez rapidement cette force physique et ce niveau technique, j'aurais pu me faire embêter, c'est clair. Par contre, tu as vécu une situation de harcèlement dans le groupe militaire de haute montagne, que tu es la première femme à avoir intégré. Est-ce que tu serais OK de nous raconter ça ? Alors, je suis la première à l'avoir intégré en 2008. Je suis partie en 2012 et je suis la seule. Ils n'ont pas retrouvé d'autres femmes depuis. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment cherché et c'est dommage qu'ils se soient pas un peu plus collés. Je pense qu'il faudrait même recruter 2 voire 3 femmes d'un coup, à savoir qu'il y a 8 à 10 places dans ce groupe-là parce que toute seule, on a vu que ça n'avait pas très bien marché. Je me sentais déjà toute seule. Ouais, au camp de base, dans ma tente, j'étais assez seule. Et mon supérieur hiérarchique, à cette époque-là, savait pas trop comment gérer cette nana de 23 ans toute seule dans ce groupe-là. Il y a eu des propos qui étaient quand même plutôt maladroits. Vaut mieux que tu sois toute seule dans ta tente parce que tu comprends, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais le problème, c'est qu'à 4810 mètres d'altitude au camp de base en Himalaya, c'est dangereux d'être seul dans une tente. On ne dort pas seul à cette altitude si on fait un mal aigu des montagnes, un œdème pulmonaire, un œdème cérébral. Ça peut arriver pendant la nuit et il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de nous pour nous aider à gérer ça. Donc ça, oui, j'ai été mise en danger parce que tu comprends, on ne sait jamais. J'avais été clairement sexualisée par mon supérieur et ça, c'était pas très cool. Je pense qu'il faudrait recruter 2 à 3 femmes et ça pourrait largement éviter cette problématique. Et puis en plus, des premières féminines, de cordées féminines, il y a plein de premières à faire, quoi. Il y a des femmes qui ont fait des belles performances, mais des cordées féminines, il y en a pas beaucoup et il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Et là-dessus, le GMHM pourrait largement s'illustrer. Depuis 2012, quand j'ai quitté le GMHM, il y a beaucoup de femmes là qui sont arrivées, qui progressent fort et qui pourraient faire des belles performances. Et en 2010-2012, de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là de la part des hommes autour de toi pour t'aider à gérer cette situation de harcèlement ? Moi, j'étais pas capable déjà de mettre le mot harcèlement sur ce type de propos. Parce que là, c'est juste un exemple, mais il y en avait régulièrement. De sous-entendus où j'étais complètement sexualisée et pas traitée comme une athlète, une alpiniste. Moi, j'avais pas les capacités de mettre ce mot-là parce qu'on a toujours l'impression que le viol ou le harcèlement, faut que ce soit quelque chose de très violent, t'es collé contre la photocopieuse avec des mains aux fesses et des mains sur les seins. Et là, c'était juste des propos. Et en fait, non, dans le code pénal français, c'est bien écrit, des propos suffisent si ça met mal à l'aise la personne. Après, on sait très bien que la justice, elle va plus ou moins suivre ce genre de plainte, donc je me fais pas trop d'illusions sur ce type de comportement. En tout cas, à l'époque, j'avais de toute façon, moi, pas les outils de mettre ce mot-là, et donc encore moins de l'expliquer à mon compagnon de l'époque, qui m'a dit ça va, tu vas pas te plaindre, déjà que t'es payé à grimper. Donc lui, il avait encore moins les moyens de comprendre le malaise que je pouvais vivre au GMHM parfois. Et alors mes autres compagnons alpinistes du groupe militaire de haute montagne, ils avaient absolument pas les moyens de comprendre ce qui se passait. Eux, ils étaient en plus concentrés sur leur grimpe, sur leur performance et ils avaient leur truc à gérer. Non, il y a vraiment... on était à des années-lumière tous de comprendre la gravité de ce type de propos. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui vit une situation similaire ? D'en parler autour d'elle, de pas minimiser les faits surtout, de noter
de noter toutes les remarques, de noter, d'enregistrer éventuellement pour bien, comment dire, réaliser la violence de ce genre de propos. Parce que quand tu les enregistres et tu les fais écouter à quelqu'un d'autre, mais hors contexte, c'est extrêmement violent. Notez surtout, voilà, notez. De toute façon, dans l'ensemble, j'encourage les femmes à prendre la parole. L'écriture, moi, j'étais pas forcément très portée sur les matières littéraires à l'époque, et je me suis retrouvée à écrire mon autobiographie à 37 ans. Je conseille à tout le monde d'écrire une petite autobiographie vers 40 ans. Je pense que c'est un bon moment pour faire un premier bilan et voir où on en est. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de poser toutes ces valises dans un livre. Dans l'ensemble, je pense que écrire, c'est bien. Et en plus, si on arrive à être lu, ouais, c'est pas mal aussi. Tu écris, mais tu prends aussi beaucoup la parole sur les réseaux sociaux. Quel type de réaction ça suscite encore aujourd'hui et puis comment tu gères ça? Aujourd'hui, je pense que je prends quand même beaucoup moins la parole parce que finalement, à l'époque où j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, j'avais 25, 30 ans. C'est vrai que c'était une période où j'étais invisibilisée par l'armée de terre. Donc, j'étais instructrice dans les chasseurs alpins et ils voyaient pas pourquoi il faudrait me mettre en avant juste parce que j'étais une femme. Et puis, dans le monde de l'alpinisme, je faisais des belles courses en montagne, mais pas non plus les courses les plus dures parmi les alpinistes. Il y avait des hommes qui étaient bien plus forts que moi. Donc, du coup, on va dire, la presse spécialisée ne voyait pas l'intérêt de me mettre en avant. Donc, c'est vrai que j'avais pas de visibilité, alors que j'étais la seule femme à faire ces métiers-là. Je trouvais que c'était quand même intéressant. Et accessoirement, ces métiers-là, instructrice en montagne dans les chasseurs alpins, c'était ouf, quoi. C'était juste génial. Tous les jours, je prenais les lieux du midi, j'enchaînais les courses dans le massif du Mont Blanc, du lundi au vendredi, c'était mon quotidien. Donc, j'ai eu envie de partager un peu plus mon quotidien. Et petit à petit, c'est vrai qu'en lisant ensuite les autres posts des autres personnes qui partageaient mes centres d'intérêt, j'ai pu me rendre compte du sexisme ambiant dans la société et dans l'alpinisme aussi. Moi, ça s'appelle cyberféministe. C'est la 4e vague de féminisme dans les années 2004, 2010 à peu près. Parce qu'autour de moi, à Chamonix, il n'y avait pas beaucoup de féministes et c'était pas vraiment un débat. Vu que j'étais la seule femme, il n'y avait pas de problème. Vu qu'il n'y avait pas de femmes, et donc de rencontrer d'autres femmes de d'autres milieux sociaux, professionnels et de pouvoir échanger sur ces problématiques grâce aux réseaux sociaux, ouais, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de cette société patriarcale dans laquelle on évolue. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que certains de mes posts à l'époque, ça passait pas trop, quoi. Ça choquait encore un peu. Si je faisais une publication, je me souviens d'une publication où je portais les bottes de piquet de slalom. Et le coach, parce qu'à ce moment-là, je me suis entraînée pour devenir maîtrise de ski alpin. Le coach, il a dit, tiens, il y a une petite botte, on a fait une botte de fille. On a fait une botte de fille, t'as qu'à prendre la botte de piquet de fille. Et on n'était que 2. Et la deuxième botte était beaucoup plus grosse. Et le deuxième, c'était un adolescent de 17 ans, un grand machin tout maigre qui n'avait pas pris encore de masse musculaire. Et je me suis dit, mais lui laisser porter un gros tas de piquets alors qu'il clairement, il n'a pas l'habitude de porter des grosses charges, c'est pas cool. Là, il va se massacrer le dos. Donc, j'ai pris le gros piquet en me disant, là, moi, j'ai 30 ans, j'ai quand même l'habitude de porter des gros sacs. J'ai fait ça pendant 3-4 ans avec le GMHM. Ça va aller, je vais m'en sortir avec la grosse botte de piquet et je vais éviter que lui se fracasse le dos. Et donc, j'ai fait un post là-dessus où je me suis prise en photo en train de porter la grosse botte. Oui, parce que j'arrivais à porter la grosse botte et à faire un selfie. Ouais, ça va, quoi. Et là, alors là, ça a été un déferlement de commentaires. Oui, de toute façon, les hommes, ils sont toujours plus forts que les femmes. Regarde à Roland-Garros. On aimerait parler de ta maternité et de ce que toi, tu transmets un peu à tes enfants. Déjà, comment est-ce que tu as réussi à concilier ta vie de mère de 2 enfants et puis l'alpinisme? Comment ça s'organise dans ton quotidien? C'est quoi le rôle de ton conjoint dans toute cette logistique? Le quotidien, c'est facile, hein, c'est que tu arrêtes de faire de l'alpinisme. C'est tout. T'en fais que pendant ton temps de travail et puis tu réduis drastiquement ton activité et c'est hyper dur. C'est-à-dire que l'alpinisme, c'est un sport hyper chronophage et qui remplit toute une vie. Parce que pour être efficace en montagne, il faut passer son temps à s'entraîner. Il faut aller grimper, il faut aller faire du foncier, il faut faire attention à ce que tu manges, il faut dormir correctement. Enfin voilà, il faut être en bonne forme physique pour assurer sa sécurité en haute altitude, en haute montagne. Donc ta vie tourne autour de ça. Et là, tu as 2 enfants dans les pattes, donc là, ta vie, elle doit changer de direction et c'est difficile.
Parce que clairement, les sensations que tu peux avoir en haute montagne, d'effort physique et puis de beauté de paysage et puis aussi cette vie sociale qui s'organise autour de tout ça, ben, clairement, avec tes enfants, seul dans ton salon, en train d'allaiter, tu l'as pas, tout ça. C'est vraiment très, très dur. Tu passes, moi, j'ai passé 3 mois seul en postpartum dans un salon avec un bébé, quoi. Et ça, c'est hyper dur. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce que tu restes un peu connecté à la vie, quoi. Mais franchement, c'est très, très dur. Et puis après, ben, derrière, tu ne reprends pas comme avant, c'est sûr. Alors moi, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance d'être la maman. C'est-à-dire que je voyais mes collègues alpinistes, ils n'ont jamais fait ce switch avec la vie d'avant. Moi, j'ai été obligée. J'avais un gros bidon, j'étais coincée dans la vallée, je pouvais plus mettre un baudrier ni monter en montagne. Il y a un moment, tu es obligé de faire le deuil de cette vie d'avant et de te dire que là, ça va s'arrêter et il va falloir pratiquer de façon un peu différente par la suite. Et malheureusement, mes collègues alpinistes, ils n'ont pas cette chance-là, c'est-à-dire qu'ils continuent de pratiquer comme des dingues jusqu'à 8, 9 mois de grossesse. Ils sont là pour le premier mois, ils ont 28 jours de congé. S'ils sont salariés, ils vont essayer d'être là à côté d'elles pour le mois d'or. Et puis après, ben, ils repartent bosser. Ou s'ils étaient un travailleur indépendant, ils se sont même pas trop arrêtés selon la période, s'ils sont guides, et qu'ils étaient, voilà, selon la période de l'accouchement. Donc vraiment, ils rentrent pas dans ce changement, dans ce nouveau cycle et dans ce lien avec les enfants. Ils sont pas obligés de le faire. Moi, j'étais obligée et ça a été hyper dur, mais j'étais obligée. Et maintenant que c'est fait, ça va. Ça va. Oui, je ferai plus les grandes faces nord comme j'ai fait. Oui, je vais plus repartir en expédition. Oui, je ferai peut-être même plus de voie dure en escalade sportive comme j'ai eu fait. Et puis en fait, c'est pas grave. En fait, ça va. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas très beau comme tableau, mais ouais, c'est dur, mais c'est quand même une chance parce qu'on est obligé de le faire cette étape et pour nous c'est une chance. Et les gars ils la font pas, en tout cas les gars alpinistes autour de moi ils la font pas facilement parce qu'ils y sont pas obligés. Et du coup, ben je pense qu'ils ratent un peu des étapes de leur investissement dans leur vie de famille et du coup de leur lien avec les enfants. Et dans l'éducation, tu as déjà parlé de socialisation genrée. Comment est-ce que tu essayes toi de faire autrement avec tes enfants? Moi je peux pas faire autrement. Voilà, moi je pense qu'on est les meilleurs modèles. Les parents, il suffit de faire. En fait, s'ils nous voient sur notre téléphone, bah, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils voient un téléphone ils jouent au téléphone. Ça, c'est comme ça. S'ils nous voient faire du sport, bah, eux, ils vont faire du sport. Enfin, c'est très simple. Hein. Il y a rien à faire. Hein. Et par contre, bah, là où il y a des choses à faire, c'est que c'est sûr que ma petite, quand elle est rentrée à l'école, il fallait des barrettes, des robes, des tresses. Et après tout, pourquoi pas, c'est OK. Mais lui montrer qu'il y avait aussi, essayer de lui expliquer, de lui montrer que tout, on va dire, tous les conditionnements liés aux petites filles n'étaient pas forcément très bons, quoi. Donc il y a des trucs qu'il faut vraiment expliquer, mais pour ça, encore une fois, il y a plein d'outils quoi, qui sont faits pour les enfants et pour les adultes. Mais bon, l'importance, je crois que c'est juste le modèle. On arrive à la fin de cet échange, Marion. Si tu pouvais dire quelque chose à la petite Marion, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis non, ouais, rien de particulier. Hein. Je crois qu'elle était, ouais, elle s'est posé beaucoup de questions et puis c'est pas fini. Elle continue de son petit bonhomme de chemin à se poser plein de questions, à essayer d'y répondre. Elle était passionnée, elle était déterminée, peut-être parfois un peu pénible, à être trop à fond là tout le temps. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle n'a pas eu de gros accidents en montagne, même pendant son apprentissage de l'alpinisme qui s'est fait parfois de façon un peu sauvage. Beaucoup de chance. Donc finalement, ça s'est bien passé. Tu nous as parlé avant d'écoféminisme, on terminera sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour une pratique plus responsable et plus respectueuse à la fois de la nature et des femmes ? Ben, déjà, on peut se demander si la pratique de l'alpinisme, c'est déjà pas écologique. Hein. Ça, c'est clair. Est-ce que déjà, c'est une bonne idée d'aller là-haut ? En tout cas, y aller avec cette conscience-là. Et puis ensuite, ben, je dirais déjà les vêtements, de pas changer de vêtements tous les 4 matins et d'essayer d'aller un petit peu moins, de prendre moins de la voiture. En tout cas, de s'organiser que si tu prends la voiture, tu restes plusieurs jours. Je pense qu'il y a plein de petites actions comme ça à faire. Alors, c'est pas ce qui va limiter le réchauffement climatique, oui, je sais, mais ça y contribue quand même. Et je sais qu'en Suisse, là-dessus, vous êtes quand même vraiment pas mal, hein, parce que vous avez des réseaux de trains qui sont incroyables, qui vont très loin dans les montagnes. Et il y a vraiment des trucs vraiment chouettes en Suisse là-dessus. Ouais. On est meilleur en écologie qu'en égalité, ça c'est vrai.
Merci Marion. À travers ton parcours, on comprend que la montagne, ce n'est pas qu'un décor ou un terrain de jeu, c'est un espace politique, relationnel et profondément humain. Il montre aussi aux femmes et aux autres victimes de discrimination qu'on n'a pas besoin d'être attendu pour arriver quelque part. Merci de nous rappeler que le féminisme peut être un outil d'action et pas seulement une théorie. Et merci d'avoir pris ce chemin de traverse avec nous. Merci au groupe Traf pour le son Maudite, à Julien V du studio K de Kumquat pour l'enregistrement et le montage, à la Loterie Romande qui soutient la production de cet épisode. Et surtout, merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur Le Féminisme, c'est pas un truc de filles.